Tout d'abord, sur pourquoi on a décidé d'organiser cette année spécifiquement un atelier sur la question de la répression et plus en général, il me semble, sur la question de la répression, des attaques liberticides, des véhicules sur le plan de la démocratie formelle en France aujourd'hui. C'est parce que nous pensons que cette question a une certaine actualité. Si on essaye de passer un petit peu en revue cette dernière année, on peut voir un certain nombre d'éléments qui justifient d'avoir une discussion, une réflexion spécifique sur cette question. Nous partions déjà d'un cadre qui est celui d'une répression préexistante extrêmement importante, en particulier contre les secteurs des classes populaires. On connaît la violence, le niveau de violence policière qui peut exister en France depuis plusieurs années à l'égard des habitants des quartiers, à l'égard de la population d'origine immigrée. Et cette année, nous avons eu, au moins un cas très emblématique à quel point cette répression est d'actualité et à quel point nous vivons dans un pays où il y a une justice de classe et où on peut tuer impunément les vies ne valent pas toutes les mêmes choses. C'est quelque chose qui a été mise d'actualité à l'échelle internationale autour notamment des mobilisations des secteurs de la population noire aux États-Unis, autour de cette idée de montrer que les vies des Noirs comptent aussi, et en France, les vies de la population d'origine immigrée comptent moins aussi pour certains. On a pu voir dans le scandale qui a été celui du procès de Ziad Ebouna cette année. Mais il me semble que cette question a été renforcée, son importance a été renforcée avec la mort d'un militant, donc de Rémi Fraisse, dans une mobilisation à Sivens et qui a pu susciter par la suite une série de mobilisations. Donc le fait que dans la France d'aujourd'hui, on peut mourir pour avoir participé à une mobilisation, on peut se prendre une grenade et que suite à ça, les policiers qui sont coupables de cette action puissent être totalement punis. Nous avons eu aussi des attaques extrêmement importantes contre le droit de manifestation. Ça a commencé avec la question de la Palestine l'été dernier et ça s'est poursuivi avec les mobilisations suite à la mort de Rémi Fraisse, avec toute une série de manifestations interdites à Toulouse en particulier, et Gaëtan va y revenir, mais pas seulement. Tout cela se couple aussi sur le plan de ce qui peut être la répression au mouvement syndical, avec le mouvement social, avec une répression extrêmement importante à l'intérieur des entreprises, une répression syndicale extrêmement importante, dont aussi d'autres camarades vont revenir, en particulier Yann qui est ciblé et qui est une victime de ce type de répression-là. Pour continuer ce panorama et cette longue liste, nous avons pu constater comment les attentats du dernier mois de janvier ont pu être utilisés par le gouvernement pour renforcer toute une série de mesures liberticides, de mesures antiterroristes sous prétexte de lutte contre le djihadisme. Si on sort un petit peu des cadres strictement de répression, on peut penser aussi que la façon comme le gouvernement a pu passer la loi Macron, c'est-à-dire en utilisant des prérogatives extrêmement antidémocratiques dans le cadre du régime de la Ve République française, qui est un régime par lui-même extrêmement antidémocratique, comment on a pu, par exemple, s'en passer d'un vote au Parlement et imposer la loi Macron par l'utilisation répétée du 49.3. Et dernier aspect, parce qu'il me semble qu'il ne faut pas rester cantonné aux frontières de l'Hexagone, nous voyons depuis le début du gouvernement Hollande, mais encore cette année, un déploiement militaire de l'impérialisme français dans toute une série de pays, avec quasiment une nouvelle occupation militaire par an depuis le début du gouvernement Hollande, et avec toute une série de scandales. On a pu voir avec la question des viols des enfants par des soldats et des officiers français en Afrique. Donc il me semble que tous ces éléments-là donnent un cadre un peu général du problème dont on est en train de parler. C'est vrai, comme disait Cathy, que nous avons en tant que parti cette année en plus été particulièrement touchés par cette question. Nous avons eu au moins 3 cas importants de répression dans le parti, donc 2 sont ici à la tribune avec Yann
et avec Gaëtan, mais ils ne sont pas les seuls. Dans le mouvement syndical, il y a toute une série en fait, de copains du parti à la Poste et d'autres entreprises qui sont eux aussi en fait, victimes de la répression syndicale. Il y a eu dans le cadre plus récemment en fait, de la lutte des migrants où encore une fois il y a eu un déploiement policier et répressif extrêmement important. Un camarade du NPA qui était solidaire de la mobilisation des migrants qui a été en fait tabassé par la police et qui a failli en fait, perdre un œil suite à cette répression. Donc on voit très bien que cette question en fait, elle est importante en général pour qu'on puisse voir quelles sont un peu les coordonnées de la situation et penser à nos réponses par rapport à ça, mais y compris du point de vue en fait, de notre propre parti, comment on fait face, comment on se dote, y compris d'outils de réponse politique quand on peut avoir des camarades de chez nous, y compris, qui sont victimes de la répression. Dans le cadre en fait, un peu de l'analyse de cette situation, nous avons été un certain nombre en fait, à écrire des choses en fait, où on évoquait un concept qui est le concept en fait, de bonapartisme. Y compris en fait, il y a eu des débats là-dessus, il y a eu des critiques. En fait, est-ce qu'on peut ou pas parler en fait, de bonapartisme aujourd'hui? Donc pourquoi moi je pense que ce concept il est intéressant pour penser la situation en France aujourd'hui. D'une part, en fait, de quoi on parle quand on parle de bonapartisme? Le bonapartisme est un vieux concept mais qui a été repris beaucoup en fait, par les marxistes, en particulier au début du XXe siècle, pour décrire en fait, des formes du pouvoir de la bourgeoisie qui peuvent être intermédiaires entre la démocratie bourgeoise normale et un régime en fait, qui serait directement fasciste. Trotsky il a utilisé beaucoup ce terme-là pour décrire toute une série en fait, de gouvernements qui ont pu avoir lieu en France, et il a une citation où il essaye, en fait, y compris en discussion avec certains qui disaient que le concept de bonapartisme était un concept beaucoup trop large et qui décrivait en fait, des situations extrêmement différentes. Il essaye en fait, d'expliquer c'est quoi pour lui en fait, le bonapartisme. Donc il dit, par bonapartisme, nous entendons un régime où la classe économiquement dominante, apte aux méthodes démocratiques de gouvernement, se trouve contrainte, afin de sauvegarder ce qu'elle possède, de tolérer au-dessus d'elle le commandement incontrôlé d'un appareil militaire et policier, d'un sauveur couronné. Une semblable situation se crée dans des périodes où les contradictions de classe sont devenues particulièrement aiguës. Le bonapartisme a pour but d'empêcher l'explosion. Donc là, en fait, on comprend plus ou moins de quoi on parle. Donc, il y a deux aspects, au moins, en fait, dans ce concept-là. Il y a cette idée, en fait, d'une surenchère d'un appareil militaire qui commence à jouer un rôle extrêmement important et qui sort, à un moment donné, y compris du contrôle de la bourgeoisie. Moi, je pense, en fait, pour ne pas rentrer, y compris dans une fausse polémique qu'on n'en est pas là, qu'il y a un contrôle, en fait, de la part du pouvoir aujourd'hui en France, y compris sous un appareil de répression qui est encore extrêmement important. Et il y a en même temps, en fait, en parallèle de ça, disons, de plus en plus, en fait, des mécanismes qui mènent à un pouvoir très concentré, concentré sur une seule personne ou sur un petit groupe de personnes appuyées sur un appareil militaire. De ce point de vue-là, il me semble qu'on peut dire que le régime de la Ve République, qui permet, par exemple, au président de la République de prendre toute une série de décisions sur le plan militaire, etc., sans même passer par le Parlement, est un régime bonapartiste par excellence et par nature. Mais en fait, il se cadre quand même dans un régime démocratique bourgeois. Donc dans ce sens-là, il ne s'agit pas de dire qu'on serait déjà en fait, dans un régime totalement bonapartiste, mais en fait, il y a des traits bonapartistes importants dans la situation. Ces traits bonapartistes-là, ils ne sont pas encore en fait décisifs, y compris parce que la dynamique qui est celle de la lutte de classe, elle en fait, elle ne le justifie pas. En fait, on ne va tromper personne. En fait, on n'est pas dans une situation de poussée du mouvement de masse où il y aurait en fait des mouvements sociaux d'une telle importance qui puissent justifier le niveau de répression qu'on a eu à certains moments, y compris dans l'histoire récente de la France. On peut penser, pour ceux qui ont de la jeunesse, en fait, à la grande vague d'arrestations d'étudiants qu'il y a eu après le CPE. Et c'est précisément pour ça que cette question me paraît importante aujourd'hui. Parce que la répression et en fait les traits bonapartistes du régime actuel, ils ont un certain caractère préventif. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne s'attaque pas en fait, aux mouvements sociaux en général, on essaye de cibler des militants syndicaux
et politique, de façon en fait à essayer de faire en sorte que, y compris si dans un avenir proche on sera devant une situation où il y aura des mouvements sociaux plus importants, ils soient dépourvus de animateurs, de dirigeants qui puissent jouer un rôle, et on essaie en fait de terroriser ceux qui pourraient en fait jouer un rôle d'avant-garde dans des mouvements qui auraient lieu. Tout ça, à mon avis, ne peut se comprendre qui est dans le contexte en fait d'une crise capitaliste où il y a une série d'attaques extrêmement importantes qui sont menées, mais y compris en fait du point de vue du gouvernement français, le plus gros des attaques en fait elle est encore devant nous, donc il s'agit de préparer les conditions et le rapport de force pour pouvoir en fait les déclencher avec la résistance la moins importante possible. Donc il me semble en fait que c'est important de ne pas minimiser cette question, parce que si la question en fait, de la répression elle est un résultat d'un rapport de force relativement dégradé pour le mouvement ouvrier et le mouvement social en général, elle est en même temps aussi un élément qui intervient sur le rapport de force. On voit très bien que dans un cadre d'un mouvement social, le niveau, disons, de répression qui est permise, qui est légalisé contre en fait, les dirigeants contre l'avant-garde, joue un rôle dans le rapport de force lui-même. Donc c'est pour ça qu'il nous semble que c'est une tâche extrêmement importante pour l'extrême gauche de en fait, combattre ces mesures répressives telles qu'elles existent aujourd'hui et en fait de lutter pour garder chacun des droits démocratiques, des droits de manifestation qui peuvent nous permettre en fait, de continuer à militer, de continuer à intervenir dans les meilleures conditions possibles face en fait, aux mouvements sociaux que nous espérons en fait, auront lieu le plus tôt possible en fait, face à l'importance des attaques qui sont déclenchées contre notre classe sociale, contre la jeunesse dans ce pays. Cette question-là, elle nous pose, à mon avis, le problème de notre rapport à la démocratie, le rapport en fait, des révolutionnaires à la démocratie. Parce que en fait, je ne trompe personne en fait, si je dis qu'on ne défendons pas cette démocratie des riches dans laquelle nous vivons. Nous défendons en fait un autre régime social. Donc, il y a un certain paradoxe où on se retrouve en fait à la fois à défendre ce qui peut exister en tant que droit démocratique, acquis démocratique dans ce régime qui est par nature extrêmement antidémocratique, et en même temps nous faisons en fait une critique radicale de ce régime et nous essayons de montrer qu'il y aurait une autre démocratie possible, celle des exploités, celle de ceux qui s'organisent déjà dans le cadre des luttes sociales, mais qui peuvent diriger la société et assurer une véritable démocratie sur le plan politique et sur le plan démocratique. Donc, il me semble dans la discussion qu'il faut éviter deux écueils différents en fait. Le premier, ce serait de dire, puisque nous luttons pour le socialisme, peu importe si nous nous battons dans un régime en fait semi-fasciste, bonapartiste, etc., ou dans un régime démocratique avec un maximum d'acquis, donc ce serait en fait éminemment erroné. C'est bien évidemment en fait quelque chose qu'il faut se battre pour avoir les meilleures conditions, y compris pour lutter pour abattre ce système et ce régime. Et l'autre écueil, ce serait en fait de penser que nous allons pouvoir arriver à un autre régime social seulement en fait par, disons, un élargissement de la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui et en contournant, en faisant en fait économie d'un affrontement, y compris violent, avec l'État pour mettre en place en fait un autre régime de classe et un autre type en fait de système politique. Donc il me semble en fait que toute la question pour nous c'est à la fois de comment avoir en fait une politique pour défendre nos droits démocratiques et en fait sur toutes les brèches qui sont données par le régime lui-même aujourd'hui, en même temps montrer ces contradictions, montrer comment en fait dans le régime démocratique en fait on a une justice qui est quand même une justice de classe, de comment nous nous battons pour une autre justice où les juges soient élus, de comment nous avons un régime avec des institutions profondément réactionnaires comme le Sénat qu'on devrait en fait tout simplement supprimer, de comment nous vivons dans un régime où il y a une caste politique privilégiée qui défend les intérêts de la classe dominante et de comment nous devrions défendre en fait les revendications de la Commune de Paris autour du plafonnement du salaire des élus, de la révocabilité des élus, de façon à poser, y compris à partir des contradictions et des limites de la démocratie elle-même, en fait notre projet en positif c'est celui du bouleversement de l'ensemble de la société capitaliste. Dilettant, donc dilettant de la campagne, donc militant NPA à Toulouse dans le secteur jeune. Donc moi je parlais un peu de ce qui s'est passé à Toulouse rapidement, qui est un cas un peu particulier, où il a subi quand même pas mal de répression de la part de l'État. À Toulouse en fait il y avait un mouvement sur le Mirail et une jeunesse qui commençait à se mobiliser sur certains points. Tout d'abord pour le Mirail, la fac de sciences humaines sur le budget, le fait qu'on parle de filière, la politique en fait, globale de l'État en matière d'éducation qui vise à la privatisation des facs, à faire une fac d'élite
d'un autre côté, il y a le rapport avec la ZAD de Sivins, un truc assez écologique qui était très important dans la mobilisation, c'était une mobilisation assez hybride. Et donc, c'était aussi contre la répression, et la fac s'est un peu rejoint en fait, le mouvement zadiste aussi après la mort de Rémi Fraisse. Donc, dans ce truc qui est assez radical, en fait, parce que dans les votes d'AG, il y avait plus de 1700 personnes des fois, il y avait quand même la dénonciation en fait, des grands projets du capitalisme et du système un peu ensemble. On s'était mis en relation avec d'autres secteurs en ligne de Toulouse, parce qu'il n'y avait pas que les étudiants qui étaient mobilisés, mais il y avait aussi le personnel, par exemple, du collège de Bellefontaine, qui plaide aussi en fait, sa mobilisation en ce moment, où ils sont aussi réprimés, où ils sont assez limités. Vous avez sûrement vu la grève de la faim de plusieurs de ces profs. Voilà. Et en fait, dans la continuité de la répression et de l'interdiction des manifs palestiniens qu'il y a eu, les manifs de Toulouse ont été systématiquement interdites et réprimées de manière assez particulière, assez féroce. En fait, Toulouse était un laboratoire de la répression du mouvement social, où il y a eu un déploiement des forces de l'ordre conséquent avec des JICO qui survolaient la zone en permanence, des canons à eau. Il y a eu un truc où en fait, ils ont enfermé à ciel ouvert plusieurs heures les manifestants lors d'une manifestation. Et du coup, cette répression a donné lieu à 54 imputations et 54 condamnations. C'est un truc qui est aussi assez énorme et qui montre bien un petit peu la politique globale du gouvernement, du système et surtout de la justice. C'est bien une justice de classe, comme ça a déjà été dit. Donc sur ces 54 condamnations, nous, avec le NPA, on a essayé en fait, d'organiser les gens qui ont été condamnés, de les rassembler pour pouvoir mener une défense commune, une défense politique en fait. Mais le problème, c'est que ça a été assez problématique parce que la vision des choses est différente, parce qu'il n'y a pas beaucoup, j'étais un peu le seul militant organisé réellement dans un parti qui a été arrêté. Et du coup, les autres, ils ont plus choisi une défense individuelle et pas politique en fait. C'est là aussi du coup on voit la nécessité en fait d'être dans une organisation et d'être dans un parti où en fait on profite de l'expérience des camarades, de leur soutien aussi quotidien, mais aussi des conseils juridiques, parce que là, ceux qui n'ont pas eu cette chance comme moi d'être au NPA, ça a fait qu'ils ont été mal conseillés, ils leur ont adressé des colis d'office qui voulaient juste se débarrasser en fait, de leur truc, parce qu'ils n'ont rien à faire comme ça, qui au fond en fait, ils ont conseillé de passer en comparution immédiate, qui fait qu'en fait ils se sont fait allumer par la justice directement. Un autre cas aussi, c'est un jeune manifestant qui avait du coup cassé une vitrine d'une banque et tout, qui en fait, lui, a tout simplement dit à plus que oui, peut-être, il a fait un truc sur la vitrine, c'était peut-être lui qui l'avait cassé. Voilà, c'est pas du tout un truc à faire, mais quand on n'est pas organisé, qu'on est tout seul et qu'il n'y a pas de gens autour de nous, on est manif et du coup on se fait allumer par la justice, il y a quand même une prison de prison ferme, il y a 45 000 € d'amende. C'est un truc horrible pour un jeune de 21 ans, un jeune travailleur en plus. Et du coup, le truc, c'est qu'avec moi, jeune militant syndicaliste et politique, le fait que moi on m'attaque, ça n'a pas eu du coup la même importance parce que tout de suite, en fait, tu as tout le milieu syndical et politique de Toulouse qui a réagi. Et ça nous a permis en fait, de faire une campagne autour de ça, avec des réunions des interorgas. Il y a une campagne internationale qui a été lancée de selfie et de soutien du coup, à tous les condamnés et manifestants de la répression. Il y a une pétition aussi qui a circulé en plusieurs langues et qui a été signée 12 signatures, je ne sais plus exactement. Il y a un collectif, surtout, parce que là je parle de Toulouse, et selon localement, Yann va sûrement parler plus national après. Et du coup, il y a eu un collectif anti-répression qui a été créé à Toulouse, du coup, qui justement a toujours le même but, qui est d'essayer de rassembler tous les gens qui sont victimes de répression de l'État. Et justement, cette campagne en fait, internationale que l'NPA est à l'initiative de ces choses, ça nous a permis aussi de nous mettre en relation avec tous les autres cas de répression, parce que c'est un truc qui est global, et c'est aussi un truc international. Ça nous a permis de nous solidariser et de nous mettre en relation du coup
avec notamment le camarade de l'État espagnol, Alfon, qui a qualifié 4 ans de prison pour avoir manifesté un peu plus à Madrid. Les camarades de l'OPDE, Spartakos, qui ont été arrêtés lors de manifestations, arrêtés par la police du gouvernement de Syriza. C'est un truc où en fait, on est là en fait et on montre que c'est une classe, notre classe sociale en fait, est attaquée par la bourgeoisie, que c'est un truc qui est mondial et que la solidarité en fait, mondiale, c'est une solidarité de classe, car c'est bien notre classe qui est attaquée. Le fait que les militants soient ciblés aussi par la répression, ça c'est une politique qui est tout à fait réfléchie en fait, de la part du gouvernement, qui a conscience en fait, de la nécessité de désagréger en fait, le milieu militant pour pouvoir poursuivre leur offensive ultralibérale et leurs attaques contre notre classe sociale. Ça leur permet aussi, ça leur permettrait de laisser la jeunesse et les travailleurs en fait, désorganisés dans leur combat futur en fait, contre le système capitaliste et contre la bourgeoisie. Mais en fait, voilà, nous, en fait, on est là, notre parti, tout le milieu militant en fait, s'organise en fait autour de ça, prend en charge cette question. On soutient tous les camarades qui sont occupés, tous les camarades qui sont victimes de répression. Et ça, c'est un truc qui est très important, parce qu'on montre que c'est notre classe qui est attaquée, mais surtout notre classe qui répond. Et c'est à nous, en tant que parti révolutionnaire, du coup, de faire échouer la politique du gouvernement et de la bourgeoisie qui vise à détruire toutes les organisations politiques et syndicales, et à leur montrer que nous, on a la conscience qu'il faut lutter et que la répression en fait, ne va pas nous arrêter. C'est de montrer que la colère qui s'exprime dans la rue, la pousser et la canaliser en fait, pour nous démontrer que le véritable fléau de l'humanité, en fait, c'est le capitalisme, et on ne se laissera pas faire par la